Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Moto & Co, nouvelle saison, nouveau studio, nouvelle ambiance que vous allez découvrir tout au long de l'année. Je retire mon masque parce que sur le plateau on est tous négatifs et on est tous à bonne distance. N'est-ce pas messieurs? Tout à fait. On a Jérémy Durand qui est là, on fait une bise à Maya qui aurait bien voulu être là mais pour des raisons personnelles, elle ne le sera pas. En revanche, nous avons monsieur Vincent Thomeray, président Yamaha Motor Europe succursale France. Mais aujourd'hui, vous nous faites le plaisir d'être là en tant que président de la SIAM. Oui, de la branche deux roues, La de la branche Chambre de la- syndicale internationale de l'automobile et du motocycle. Voilà. D'accord. Et monsieur Jean-Pierre Bonato, que l'on connaît, qui tient l'agence JPBC, et surtout qui organise la SRC et l'Alpe Aventure Moto Festival. Ça va Jean-Pierre? Oui, ravi d'être avec vous et en plus dans le nouveau studio. Nouveau studio, et puis là en plus on a un sujet super intéressant, c'est qu'on va chercher à savoir qui nous défend, nous les motards. Aujourd'hui dans un contexte un petit peu plus compliqué, enfin moi je le perçois comme ça, c'est de plus en plus dur de faire de la moto aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent un petit peu parasiter notre activité de loisir. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, Jérémy va nous présenter son coup de gueule de la semaine. Allez. C'est parti, t'es motivé? C'est parti. C'est parti Allez. pour Jérémy. Donc c'est à toi Jérémy, un dossier épineux on va dire. Ouais, c'est ça, un petit dossier du moment. Mais d'abord, une petite question pour toi, Mehdi. Ah oui. Est-ce que tu connais la CIF? Moi je suis plutôt Silid Bang, mais non, c'est pas ça. Ok, ouais, si, c'est presque ça. Ça débouche des choses, mais C'est pas ça. ça débouche les routes en fait. D'accord, c'est quoi la circulation interfile? C'est la circulation Eh oui. interfile, bien sûr Jérémy. Et voilà, c'est ça. Alors forcément, c'est le sujet du moment parce qu'on a reçu dernièrement des chiffres qui ne sont pas forcément super encourageants. Après, on va voir pourquoi c'est le coup de gueule. C'est parce qu'en fait, on a une accidentalité qui a augmenté de 12% suite à cette expérimentation sur les routes qui ont été ciblées par cette expérimentation qui dure déjà depuis 5 ans. D'accord. Sur les autres routes, on est passé à 10% d'amélioration des chiffres de l'accidentalité. Alors les chiffres, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut. Et c'est un petit peu le problème parce que ça fait un petit peu les choux gras des médias. Donc ça veut dire qu'on est des mauvais élèves alors l'interfile c'est dangereux? Alors, c'est pas vraiment dangereux l'interfile, c'est surtout l'interprétation des chiffres qui est un petit peu dérangeante. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment ces chiffres ont été enregistrés. L'interfile, c'est des conditions spécifiques, c'est 50 km/h entre deux fils sur une double voie séparée par interplein. Les accidents qui ont été comptés, c'est un petit peu le tout venant. Donc on ne sait pas si vraiment ça concernait l'interfile, ni si même si les conditions de l'interfile étaient respectées par le motard ou le deux roues. Attends, j'ai pas compris. Donc c'est ça qui t'énerve? Ah, ce qui m'énerve, Dis-le, mais ce qui m'énerve, non, c'est plutôt les choux gras qui ont été faits autour Ah, ça c'est intéressant. de cette histoire. Et surtout qu'en fait, c'est pas terminé parce qu'il y a une autre expérimentation qui est en train d'arriver, qui est en train d'être mise en place. Et ça, on en parle un petit peu moins. C'est surtout qu'en fait, il y a déjà eu visiblement quelques sanctions qui sont tombées pour des motards qui auraient été déjà contrôlés en interfile. C'est 135 € d'amende et 3 points. Mais ça, c'était déjà le cas avant en fait. Ouais, c'était déjà le cas. Bien sûr, en fait, c'est une pratique qui est dans les mœurs mais qui est toujours interdite. Ça ne change pas. Donc voilà, ça c'est la différence et on a fait en fait un grand bruit autour de ça pour finalement pas grand-chose. Et puis voilà, on attend aussi que les effets d'annonce retombent un petit peu. Jean-Pierre? En réalité, l'interfile n'a jamais été autorisé, elle C'est ça. n'existe pas dans le code de la route. L'expérimentation nous permettait éventuellement de la rendre officielle. C'est ça. Les barèmes qui ont été pris, finalement, ils ne sont pas valides pour arriver à comptabiliser. Et la seule chose qui est arrêtée, c'est juste que cette expérimentation durait 5 ans de date à date. Alors oui, tous les grands médias ont sauté sur le truc en disant « ça y est, les motos entre les voitures, c'est fini », alors qu'en fait, pas du tout. Le gouvernement et la direction de la sécurité routière étaient juste en train de préparer une date de redémarrage de C'est notre ça. expérimentation avec des critères de calcul qui étaient plus larges. Donc, Et plus finalement, précis, pour exactement. nous, c'est presque mieux parce qu'il y aura plus de documentation à la sortie. La seule chose, c'est qu'encore une fois, les grands médias, les télés, puis tous ceux qui voient les motos passer entre les bagnoles, ça les énerve un peu parce qu'ils sont arrêtés, ont assez grossi le trait, alors que le trait, Voilà, finalement, c'est fin. une rupture administrative, le temps d'organiser la suite. C'est ça. Voilà, c'est Bon, en tout cas, on espère que voilà, tout le monde jouera le jeu, les motards, les automobilistes, la sécurité routière et le gouvernement aussi pour que la situation s'aplanisse et que tout le monde en sorte gagnant. Moi je voudrais avoir un petit mot de la SIAM par rapport à ça. Vous en pensez quoi? Je pense que Jean-Pierre vient de dire exactement la situation. En fait, en effet, le feu aux poudres a plutôt été fait par la presse, qui a sorti des titres un peu, voilà, fallait que ça tape, alors qu'en lisant
Et ils étaient bien obligés de donner tous ces détails en disant oui, on arrive à la fin d'une expérimentation, les données ne sont pas super mais pas suffisantes, et donc on va lancer une autre expérimentation plus tard. Mais quand on claque sur le titre à partir du 1er février, c'est interdit, on laisse penser que c'était donc autorisé avant, ce qui n'était pas le cas, Jean-Pierre a tout dit. Donc en effet, c'était ça a été dit par nombreuses personnes, un communiqué de presse mal ficelé, repris par des gens pas très expérimentés et ne maîtrisant pas le sujet. Pas nécessairement bien intentionné non plus. Hein, et peut-être un petit côté, oui, parce que c'est toujours mieux de titrer ça comme ça fait rebondir davantage. Au final, c'est un peu désolant parce qu'il y a plein d'autres choses à traiter en ce moment. Moi, je me pose une question, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Je me dis que cette pratique, elle a un peu toujours existé, entre guillemets. On se faisait verbaliser avant. Là, moi, ce qui m'inquiète, en fin de compte, je ne sais pas pourquoi les motards, on veut vraiment que ce soit légiféré, cette chose-là. Est-ce que du coup, ça ne va pas être plus dur sur les routes, justement, où ce n'est pas autorisé? Est-ce qu'on ne va pas se faire plus verbaliser parce que c'est autorisé là, mais ça ne l'est pas ici? Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans ce cadre-là? Alors, en lisant un peu plus précisément, il est prévu effectivement maintenant qu'il y ait une signalétique expliquant qu'on rentre dans une zone où l'expérimentation va être en place, si j'ai bien compris. Après, pourquoi on en arrive à ces choses-là? Il y a deux éléments. Les villes sont congestionnées. Le fait de laisser passer les deux roues, à un moment donné, c'est un bien pour le volume d'embouteillage, pour la fluidité du trafic, etc. Par contre, et on va rentrer sur une judiciarisation des choses, c'est que comme ça n'existe pas dans le code de la route, en réalité, un motard qui passe entre deux voitures, il y a un moment où il est toujours en train de doubler une voiture par la droite. Donc il faut légiférer parce qu'il y a un moment où si on est une assurance et qu'on fait une lecture simple du truc, monsieur, vous n'êtes pas où il faut, on ne vous couvre pas. Donc c'est plutôt à l'avantage du motard à terme de dire c'est une pratique autorisée et donc vous êtes couvert par votre assurance que de laisser les choses en l'état où le gars qui a un accident, mais peut-être pas de sa faute, peut-être simplement parce que le type en voiture a oublié de mettre son clignot et qui saute dans la file d'à côté parce qu'il y a un trou, se fait embarquer et il se retrouve par terre et en tort. Comme quoi on a vraiment besoin de légiférer là-dessus, c'est intéressant comme question, c'était bien comme coup de gueule. C'est gentil, merci. Allez, on enchaîne, on passe à la rubrique équipement. Petite rubrique équipement rapide, hop, qui vient pas comme un cheveu sur la soupe. J'avais envie de vous parler de Naka. Alors, rien à voir avec Aya Nakamura. Je croyais. Non, rien à voir. Marque de casque française, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Ils sont basés à Signes, derrière le circuit du Castellet. C'est des spécialistes du carbone, de la fibre. Ouais. Conception nid d'abeille. Au final, on a un casque intégral qui fait 950 grammes. 950 grammes. Et ça, c'est ma taille. C'est un taille M. C'est tout compact. Et qui est petit. Ouais. Et qui est petit, qui est léger. Du coup, il pèse pas. Le champ de vision est vraiment très bon. J'ai déjà commencé à l'essayer. Mais je vais peaufiner cela sur une certaine Ducati Supersport dans très peu de temps. Le chanceux. Voilà, le chanceux. Je vous invite à retrouver l'essai sur la chaîne. Voilà, donc c'est sympa, c'est une initiative française que je voulais montrer. Alors, je vais vous parler du prix. On est à 1100 €. Ah, c'est cher, c'est pas bien. Mais on trouve des carbones à 1100 € dans d'autres marques. Je pense à AGV, je pense à tout ça. Là, on est sur du prêt à porter pour la tête quelque part. C'est vraiment la conception française. Je trouve ça très intéressant. Je voulais le présenter. Voilà, c'est le Castellet, casque Naka. Je ne vous fais pas rebondir dessus parce que maintenant, on va attaquer directement le gros dossier. C'est parti pour le gros dossier. Donc, qui nous défend? Jérémy, je te laisse peut-être commencer à mener les débats. Tu avais des questions à poser. Veux, mais peut-être que d'abord, on pourrait demander à Vincent d'expliquer un petit peu le rôle de la SIAM, tout simplement. Qu'est-ce que la SIAM et quel est son rôle? Alors, historiquement, la SIAM, c'est un organisme qu'on va classer dans les organismes de lobbying. C'est donc un regroupement, si on reprend dans l'histoire, c'est un regroupement, avant le mot international, c'était la Chambre syndicale des importateurs. On parle d'une époque où, souvenez-vous, l'importation des véhicules commence à arriver, il y avait des taxes sur certaines importations, il y avait des constructeurs nationaux, notamment au niveau de l'automobile, et donc il était important d'avoir une voix qui puisse représenter l'ensemble des marques vis-à-vis du gouvernement, etc. Donc cette organisation et cette chambre syndicale représente comme ça tous les corps de métier, que ce soit l'automobile, le bus, le poids lourd, et également la moto, et donc représente principalement à l'origine les marques étrangères. En ce qui concerne la moto, les marques étrangères représentent quand même un poids considérable du marché, puisqu'il y a
a fortiori quasiment plus de constructeurs, on va dire, nationaux, et à tel point que même Peugeot a voulu rejoindre la chambre syndicale l'année dernière, et donc maintenant on a vraiment toutes les marques, ou une grosse majorité des marques adhérentes, on représente à peu près 85% du marché du deux roues. D'accord. Voilà. Donc si je synthétise bien, on a d'un côté les constructeurs, on a de l'autre côté, moi je pense à la FFMC de la défense du motard de base, enfin non pas de base, mais de la défense du motard. L'utilisateur. De l'utilisateur, et à côté de ça on a la FFM, mais là on est plus sur la compétition, voilà, et sur le sport. D'accord, donc on invitera la FFMC dans une autre émission, ce sera justement une émission entièrement dédiée à leurs actions, mais aujourd'hui justement on voulait se concentrer sur les problèmes que peuvent rencontrer les constructeurs et comment vous œuvrez justement à la défense de la pratique de la moto en France. Alors juste pour compléter la liste, on pourrait aussi rajouter le le code des CNPA, verts. Le code des verts qui développe et défend la pratique notamment des sports de loisirs et en pleine nature. Et puis également le CNPA qui lui représente l'ensemble des concessionnaires. Donc voilà, avec tout ce qu'on vient de citer, c'est un peu l'écosystème du monde de la moto en France. Le problème, c'est qu'on a un nouveau studio hockey, mais qu'on pouvait difficilement mettre 47 chaises. Voilà. Donc pour l'instant, pour cette première, on a décidé, mais il y aura d'autres thématiques. Il y aura d'autres thématiques. Mais donc voilà, c'est l'ensemble d'un écosystème qui travaille ensemble, chacun avec son rôle, chacun avec ses portes d'entrée, chacun avec ses méthodes et ses modes d'action pour pouvoir défendre, puisque c'est le sujet. Alors après, on peut parler de quelle défense, quelle est l'attaque, quelle est ceci. On a justement, on a beaucoup, il y a beaucoup d'actualités autour de la moto et un petit peu autour de l'utilisation et de l'écologie, on va dire, dernièrement dans la société. On a plusieurs lobbies et plusieurs voix qui nous font entendre que l'accélération de la fin du thermique, c'est pour bientôt. Ouais. Voilà, on a pas mal de mairies, de grandes métropoles où les maires écologistes arrivent avec de grandes ambitions. La mise en place de ZFE, de zones à faible émission. On a également, tu me parlais Mehdi tout à l'heure, de la fin de la publicité. Oui, pour le thermique, c'est quelque chose qui est en projet en ce moment et ça va arriver de faire la promotion des véhicules thermiques à la télé ou dans les magazines. C'était une des propositions de la Convention citoyenne. Voilà, c'est ça, exactement. Et de ton côté, enfin de votre côté, Jean-Pierre, du coup. On va se dire, tu sais gagner. C'est comme vous voulez. Non, toi, en tant qu'organisateur aussi, je pense que tu es soumis à des problèmes. Certes, oui. Voilà, c'est ça. Donc du coup, à l'étranger, c'est pareil. On a des routes de montagne qui sont interdites aux motos carrément. Il y a eu ça l'été dernier, ouais. Voilà, il y a eu ça. ça. Et même, alors pas, tu sais, des fois on se dit, bah, tiens, c'est les mecs qui ont des bécanes avec des pots déchicanés et tout. Non, pas du tout. C'était carrément des motos sorties. Enfin voilà, ils ont dressé une liste. Alors il y avait des Aprilia, évidemment, les RSV4. T'avais des Ducati, t'avais des. Donc c'était vraiment le niveau sonore qui dépassait 95 décibels, 95 qui est quasiment décibels. inatteignables, mais pour des motos d'origine. Sauf que l'homologation, ça marche quand même normalement. Une question. Il n'y a que des motos qui étaient interdites en fonction du bruit, il n'y a pas de voiture? Là, c'était stigmatisé. L'étude dont il parle, ça s'est passé dans le Tyrol. C'était l'été dernier et c'était vraiment ciblé sur les motos. Suite à aussi beaucoup de problèmes de voisinage qui désignaient justement la population motarde comme étant le problème à ce moment-là. Toi, c'est peut-être pas forcément le cas dans le festival que tu organises au cœur de la Bonnette. Alors, en fait, la vallée de l'Ubaye, là où est l'Alpe Aventure Moto Festival, c'est une vallée. C'est-à-dire qu'il y a 7 cols qui sont autour, donc ça fait une fabuleuse caisse de résonance. Dès qu'on démarre un moteur, quel qu'il soit, il va avoir une répercussion sonore. Et il y a une cristallisation des problématiques autour du col de la Bonnette. Alors, le festival arrive dans un terrain qui est déjà miné. C'est-à-dire que c'est frontalier de l'Italie, et il y a un petit jeu en Italie, il y a un parking public à Cuneo, qui est juste derrière, où les mecs poinçonnent le ticket comme s'ils étaient rentrés, ils prennent le ticket, ils le mettent dans la poche, et le week-end, il y a la guerre, et là, c'est des gars qui ne sont pas là pour regarder, ils sont en cuir, il y a des sliders, il y a le genou par terre, ils ont une boucle, ils reviennent à Cuneo, ils poinçonnent et ils ont un chrono. Donc tous les week-ends de la haute saison, les gens qui habitent sur la montée de la Bonnette, etc., ils ont une route de Grand Prix. Et on ne peut pas leur en vouloir de se dire, bon, j'habite là, c'est un peu au calme, un peu à l'extérieur d'une ville et compagnie, et je me retrouve avec une forme de Grand Prix. Par contre, quand je discute avec eux, il y a deux choses. C'est une histoire de comportement alors du coup. Alors, c'est essentiellement un problème de comportement. C'est essentiellement. C'est pas parce que c'est une moto
c'est un problème de comportement. Parce qu'avec la même moto, on peut faire beaucoup moins vite et beaucoup moins bruyant. Donc, après, quand on discute avec eux, il y a aussi des choses qui sont, il ne faut pas négliger. Moi, j'ai eu une discussion par personne interposée avec un des plus fervents opposants du passage de la moto, parce qu'il y a même une pétition pour interdire le passage de la moto sur la bonnette, le parc du Mercantour, etc. Bon, ça sort du cadre de ton festival. Alors ça sort du cadre du festival, mais comme on est globalement sur un terrain où on va travailler pendant ce festival-là, il faut le prendre en compte. On a par exemple des gens qui ont acheté un appartement au mois d'octobre, quand le trafic est très faible, et qui sont horrifiés au printemps d'après, quand la neige a fondu et qu'on roule. Et que là, on dit, mon Dieu, mais c'est intolérable, j'avais pas prévu ça. C'est les marmottes. Bon, c'est pas les marmottes, c'est... Bon. Mais globalement, on est quand même dans une sociologie ou dans une avancée de nos sociétés où on ne tolère plus rien de son prochain. On en discutait 2 secondes avec Vincent avant d'allumer les caméras. Nous, on a été éduqués dans la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. Voilà. Ça. Donc, bon, on est arrivé dans des extrêmes de réaction. À tort ou à raison. Je crois que dans le fond, on est vraiment dans le cœur du sujet, parce que Jérémy faisait la liste des atteintes, la circulation interfile, etc. Et donc, on se rend compte que, en fait, on a un problème qui est très complexe en face de nous. D'un côté, Jean-Pierre le disait tout à l'heure, le 2 roues, qu'il soit dans sa tête loisir ou utilitaire et au quotidien, parce que ce que regarde le politique, c'est surtout ça, c'est la circulation de tous les jours, c'est pas trop les balades, etc. Ouais. Quelque part, le politique, il est un peu embêté, parce que c'est du bon sens de se dire que notre produit est un produit qui est rationnel. Il règle des problèmes sociétaux, il règle des problèmes de congestion de trafic, donc de pollution. J'ai un impact sur le trafic derrière moi, sur le temps passé du monsieur qui est dans sa voiture. Pendant que moi je prends l'eau ou quelque chose, j'aide quelqu'un d'autre à avoir... Si on a, imaginons une seconde, que tous les 2 roues, allez, on fait l'expérimentation qu'en Ile-de-France dans un premier temps, on enlève tous les 2 roues et on remet les gens avec ce ratio de 1,1 personnes par voiture. Est-ce que vous imaginez ce que c'est un problème? C'est ça. Donc, on a quelque chose qui, sociétalement, apporte et règle des problèmes. On a quelque chose qui, on parle de ZFE, d'accord. Rappelons-nous quand même qu'aujourd'hui, un scooter 125, un petit scooter 125 ou 300, c'est entre 50 et 60 grammes de CO2 au kilomètre. Ouais. Donc je reviens à quelque chose qui règle des problèmes, qui fluidifie le trafic, etc. Mais de l'autre côté, voilà, il y a ces... Pardon Vincent, et non seulement il y a moitié moins de CO2 qui sort, mais en plus, au lieu d'avoir un trajet qui va durer 45 minutes d'embouteillage, peut-être qu'avec le 2 roues, il va durer 11 minutes. Donc en plus, il y a ça. Donc on a ça. En rationalisation. Oui. Donc on a ça d'un côté, et de l'autre côté, on a en effet des problèmes de comportement. À un moment donné, il faut être capable de faire son introspection, il faut être capable d'accepter, en effet, que post-Covid, quand l'ensemble de la ville s'est complètement arrêté, eh bien, Jean-Pierre en parlait dans le code de la Bonnette, c'est vrai, mais c'est vrai aussi dans n'importe quelle rue de Paris ou partout, le bruit est un problème. Et à un moment donné, je suis très heureux de voir que l'ensemble de l'écosystème dont je parlais tout à l'heure est en train de mettre en place des réflexions sur ces choses-là, en se disant, d'une certaine façon, ceux qui vont mieux défendre le 2 roues demain, c'est nous-mêmes. C'est nous en tant que motards. C'est nous tous quand on va comprendre que notre liberté, elle va jusqu'au... On participe à beaucoup de choses, mais de l'autre côté, on ne peut pas faire tout. On ne peut pas demander que ça soit la porte ouverte à tout. Et donc, j'ai vu des publications aussi de gens qui disaient la circulation interfile, ouais, c'est super, et on sait à quel point ça participe, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et si on veut continuer à remonter les fils et donc à participer à tout le côté positif de cette chose-là, on sait à quel point c'est positif. Eh bien, ça veut dire qu'il faut respecter le fait que c'est dans un endroit où il y a l'espace, la différence de vitesse entre la moto et les voitures, tout ça c'est important, parce que c'est aussi la sécurité des motards qui sont en jeu. Est-ce que c'est aussi à la SIAM de coordonner un petit peu toutes les voies pour justement avoir plus de poids face au gouvernement, à ceux qui prennent les décisions finalement? Honnêtement, on fait notre rôle. Je ne vais pas dire qu'on coordonne plus que les autres. On a vraiment aujourd'hui un travail multifacette. Je veux dire, chacun prend son rôle à cœur. Je pense que chacun, il y a une partition. On est complémentaires. Quelquefois c'est le rôle de quelqu'un d'autre d'y aller plus qu'un autre. Peut-être la FFMC, justement. Avec la FFMC, avec d'autres. On est vraiment aujourd'hui tous conscients
je pense, on est vraiment très complémentaires avec le même objectif. Ce même objectif, c'est à la fois la défense donc d'une passion claire, bon, elle existe. Cette défense-là, elle ne doit pas nous permettre et elle ne nous laisse pas libre cours à n'importe quoi, bien évidemment. C'est une passion pour certains d'entre nous, mais c'est vrai que pour des gens qui ne sont pas passionnés comme nous, ils ne peuvent pas forcément comprendre nos codes. Et s'ils ne comprennent pas nos codes, alors on est obligé de les emmener sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique, de beaucoup plus usagé, entre guillemets, et qui est le côté circulation, mode de la mobilité au quotidien. Le fait que ça soit rationnel de déplacer, aujourd'hui on sait très bien, et je ne suis pas en train d'opposer les modes de circulation, j'ai une voiture, j'adore la voiture, je suis un passionné de voiture, je suis simplement en train de dire que là aujourd'hui pour venir de Saint-Ouen-l'Aumône, ici, dans ce nouveau studio, si j'étais pas venu en partant, j'avais des rendez-vous ce matin, si j'étais pas venu avec une moto, je serais jamais arrivé à l'heure. T'es arrivé mouillé, mais t'es arrivé à l'heure. Oui, mais je suis arrivé à l'heure. Moi, j'ai une question justement concrètement, comment ça se passe? Quelles sont les actions de la SIAM? Est-ce que vous avez des relations avec des gens du gouvernement? Comment vous êtes consulté en fait? Évidemment, c'est ça en fait. C'est un travail de discussion, d'anticipation. C'est un travail qui consiste à répondre et à amener des éléments de réponse à des gouvernements qui essayent de légiférer sur des choses ou d'autres. Et on essaye, si vous voulez, de prendre part à la construction de certains projets en essayant de les guider, en disant... On ne peut pas mettre, par exemple, sous le couvert de la sécurité routière quelque chose, légiférer, si on a le sentiment qu'au final, ça ne va rien améliorer. D'accord. On peut parler d'autre chose, mais à ce moment-là, on ne prend pas cet angle-là. Donc, le but, c'est ça, c'est de démontrer. Moi, je suis là pour défendre, je représente des constructeurs. Donc, qui dit des constructeurs, au même titre que le CNPA, bien évidemment, on va nous mettre l'étiquette de gens qui sont mercantiles, qui sont là pour faire des affaires. On est là pour développer notre marché. Mais une fois de plus... Je ne vais pas vous dire que c'est faux. Bien sûr que c'est mon rôle. Je suis patron d'une société. Bien sûr. Je représente des gens qui sont... Donc, c'est notre rôle de développer. Mais on essaye aussi de faire comprendre à nos dirigeants que d'une certaine façon, ils ont besoin de nous. La mobilité individuelle, c'est quelque chose... quand on prend les statistiques qui nous dépassent, nous, mais il y a des études qui ont été faites et qui montrent, par exemple, à quel point les bouchons au niveau d'un pays comme la France, quel est le coût des bouchons par la non-productivité pendant que les gens sont dans une voiture et perdent du temps. Tout ça, c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'économie. Tout ça, c'est de la qualité de vie. C'est de la qualité de vie sur la pollution, c'est de la qualité de vie sur le temps de trajet. Sur du projet à grand terme, j'ai l'impression, regarde, je pense des petites choses, le stationnement dans Paris, les vignettes critères. À aucun moment, la SIAM elle a été consultée dans ces démarches-là. À aucun moment, ils ont consulté justement les consommateurs. Ils ont imposé les choses. Et après, nous, on a juste même pas de quoi défendre, à peine de quoi manifester. Et on est obligé de prendre un peu les subi les décisions. On subit complètement. Et je dis pas que c'est la faute de la SIAM, je dis pas que c'est la faute de la FFMC. Je dis juste que finalement nos lobbies sont pas très forts. Bah écoute, alors c'est toujours, en effet, on voudrait toujours plus. Quand on voit, essayons juste de faire le parallèle avec notamment le monde de l'automobile, qui est quand même un monde qui est normalement, économiquement 30 fois plus puissant que nous. Je ne parle même pas d'un point de vue socialement parlant, avec les emplois, avec, etc. En termes d'emploi sur place. Regardons aujourd'hui comment l'automobile peut être attaquée de toutes parts et a du mal qui arrive à ralentir d'une certaine façon. Mais quand on voit aujourd'hui les taxes, les malus sur le CO2, où on monte sur avec une trajectoire maintenant qui est annoncée à 30 000 euros, 40 000 euros et 50 000 euros en 2023. On voit dans quoi on est. Aujourd'hui, on n'a pas ce genre de taxes dans le monde du deux roues. On a pour le moment... Pardon Vincent, ni de taxes sur les constructeurs sur l'ensemble de la consommation CO2 de la gamme. Pas pour ça pour les moteurs. Sur les... Voilà, ça, l'automobile, ça existe. En automobile, ça y est, ça. Aujourd'hui, bien évidemment... Pour nous, peut-être. Non, mais c'est voilà. Mais Vincent faisait le parallèle. Il y a des choses qui sont déjà en place en automobile. Pour l'instant, la moto est épargnée. Un constructeur aujourd'hui automobile doit avoir une péréquation sur l'ensemble de sa production à moins de 95 grammes. Donc, si jamais il dépasse, il achète des taxes, par exemple à Elon Musk, à Tesla, il lui achète des bons. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc on n'est pas là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va, une fois de plus,
on cherche pas à être absolument systématiquement à part. Hein. C'est un ensemble. Moi, je veux pas opposer le monde du deux roues et le monde de la moto et le monde, pardon, de l'automobile. Nous sommes tous, moi, la majorité des motards que je connaisse sont tous des automobilistes. Je veux dire, on aime aussi, les deux, on a tout ça. On a ce sentiment de liberté quand on est sur nos deux roues. On aime ce moment-là. C'est clair. Ensuite, il y en a qui l'utilisent au quotidien. C'est devenu un outil, je le disais, il y a un impact. Donc voilà, il faut qu'on voit tout ça comme un ensemble et il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos gouvernements que c'est un outil, un élément qui vient entre une trottinette, la sortie d'un métro, une voiture partagée, un scooter partagé. Tout ça, ce sont une multitude d'offres qui permettent à un moment donné aux gens de se déplacer. Après, on peut se déplacer avec plaisir. Alors, l'un n'empêche justement, pas tiens, l'autre. j'ai envie de L'utile et rebondir l'agréable. là-dessus. J'ai envie de rebondir là-dessus sur le côté plaisir, justement. Tu parlais tout à l'heure de pratiques rationnelles et de pratiques passionnelles. La moto, c'est, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, c'est une passion. On a aussi, de l'autre côté, la fin du thermique qui est annoncée de plus en plus rapidement. Et qui s'accélère avec le Covid. Voilà, en plus. Comment, toi, et en tant que SIAM peut-être aussi, comment vous voyez arriver ça et est-ce que l'électrique, ça arrive demain? Comment vous allez vous organiser pour répondre à ce que le gouvernement va nous imposer peut-être d'ici 2025 ou si on est vraiment très pessimiste, on va dire. Ce qu'il faut voir sur ce sujet-là, ça c'est hyper important, c'est parce que ça démontre aussi la complexité du rôle par exemple de la SIAM ou d'autres organisations. C'est que le pouvoir s'est décalé. À une certaine époque, le pouvoir était dans les mains d'une administration centrale qui est passée de l'administration centrale nationale à une administration centrale européenne. Hein. Et grosso modo, on a eu la Commission européenne qui s'est mise à inventer des textes de loi et par les signatures des traités européens font qu'une directive européenne est applicable, doit s'appliquer dans tous les pays. C'est le droit C'est le national. principe Voilà. de supranationalité. C'est ça. À côté de cela, donc on se rend compte qu'il y a ces directives-là qui normalement nous donnent un cadre, nous donnent une direction, et qu'à un moment donné, eh bien, au-delà des directives, il y a maintenant des niveaux, des strates dans les prises de décision qui peuvent aller jusqu'à des strates locales, quoi. La mairie de Paris qui dit, moi, non, le diesel c'est 2020. Je vous rappelle que ça avait été annoncé à une époque à 2020, le diesel dans Paris. Maintenant c'est 2024. Voilà, on est déjà en retard. Mais donc c'est quelque chose. Et donc on se retrouve comme ça, au-delà des traités internationaux, etc. On se retrouve avec un pays, le Danemark, la Suède, Boris Johnson qui annonce maintenant 2030. Il y a une espèce de course, de surenchère actuellement. C'est ça. Le Japon, qui est quand même je le rappelle, qui a donc les 4 plus grands constructeurs mondiaux de motos, mais à peu près 9 ou 10 constructeurs automobiles, dont Toyota, qui a dit on quitte le monde du thermique dans la décennie 2030. Donc entre 30 et 40. Globalement. Donc on se rend compte qu'il y a une accélération post-Covid, il y a eu une prise de conscience de plein de choses. Alors au-delà de ça, nous qu'est-ce qu'on peut faire? Hormis s'adapter pour le coup, voir aussi d'un certain côté qu'il y a une aspiration de la part de la clientèle, il y a une aspiration de nous-mêmes en tant que citoyens. Je veux dire, on participe aussi, il ne faut pas voir ça non plus comme étant systématiquement une contrainte. C'est aussi ce que les clients veulent. Donc, moi, je fais confiance à une chose. Là, pour le coup, je reprends juste ma casquette de ma marque. Je fais confiance à mes ingénieurs pour être capable demain d'inventer des solutions, changer les modes et passer sur des modes alternatifs dans un premier temps, puis ensuite, je ne sais pas, est-ce que ce sera l'électrique sous forme de batterie, est-ce que ce sera autre chose? Je ne sais pas. C'est leur métier d'ingénieur. Je sais que toutes les autres marques vont travailler et je suis sûr d'une chose, c'est que malgré tout, ces gens-là auront à cœur de garder, quel que soit le mode, de garder le côté plaisir, passionnel. C'est faisable. La technologie, quand on voit d'où on vient, enfin je veux dire, à une époque, est-ce qu'on aurait pensé, quand on pensait aux 2 temps et qu'on pensait qu'aux 4 temps, on n'aurait plus rien. Donc, C'est génial, vous me faites ma transition sur la prochaine rubrique, les gars. Non mais on était là pour ça aussi. C'est un métier, c'est notre métier. Mais tu nous dis, on fait. Et bien justement, alors, et si je vous emmenais en 81?
Ah non, pas 81. Bah si, J'étais pas 81, celle Non, que tu as essayé. celle qu'on a utilisée Celle qu'on a pour l'essai, utilisée, c'est 81. 76. Mais en fait, la naissance du modèle 76, alors Vincent est encore parfaitement dans son rôle, puisque là, il va prendre la casquette Yamaha. Et moi, je vais lancer la rubrique, parce qu'on passe justement à la rubrique classique de cette émission, et ça tombe bien, parce qu'on va parler de la Yamaha XT500. À tout de suite. Donc on est parti, on va ouvrir le... Là, on rentre dans le vif du sujet quand même. On retrouve la passion moto avec cette XT500. C'est un objet de passion, et pour faire la transition, tu le disais il y a 2 secondes, avec l'arrivée du 500 XT, il n'est pas arrivé par hasard ce modèle, il est arrivé parce que chez Yamaha à l'époque, on s'est dit, oula, on est très 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 à l'aise là, sur le marché du trail aux USA, par contre il y a d'énormes anti-pollutions qui vont arriver. Sur le 2 temps, on a une série de... La gamme s'appelle DT quelque chose, Ouais. DT c'est tout des 2 temps, on va plus... Et donc dès 73, il y a une équipe d'ingénieurs qui se met à bosser, Ce dont et tu qui parlais. ressort... Les mêmes? Alors les mêmes. Finalement, le sujet n'a pas changé. Voilà. Et du coup, toute cette équipe d'ingénieurs part sur un concept qui est très ancien. En fait, c'est le mono. Les monos, c'était l'apanage des Anglais et des Italiens dans les années 50-60. Avec la fiabilité qu'on leur connaissait? À cette époque-là, oui. Mais justement, le pari de Yamaha, c'est de dire non, on va vous faire un truc super sexy avec la fiabilité de ce que vous attendez aujourd'hui. D'accord. Et ça donne cette machine qu'on voit à l'image, puisque tu l'as essayé justement, toi, un modèle 81. Ouais. Et grosso modo, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est facile, ça passe partout, c'est increvable. Faut faire gaffe avec le kick parce que ça peut faire mal au mollet. Faut bien se caler, quoi. Aux chevilles, pardon. Aux chevilles. Mais sinon, voilà, c'est passionnant et quelque part, alors c'est sympa, je trouve. J'ai l'impression qu'on revient un petit peu, même si les bécanes aujourd'hui, c'est des monstres de technologie. On en reparlera tout à l'heure avec les essais du mois. Il y a quand même une aspérité. Alors, est-ce que c'est les gens qui ont peut-être aussi des budgets un petit peu plus raisonnables à consacrer à la moto, mais on sent qu'il y a une volonté de revenir à quelque chose de plus simple sur le segment 2 roues aujourd'hui, trail en particulier, avec toutes ces bécanes qui font 160 chevaux, 180 chevaux et qui coûtent des milliers et des cents. Et je pensais justement chez vous, dans la gamme Yamaha, avec ce retour de la Ténéré quelque part, c'est un petit peu ça qu'on revoit aujourd'hui. C'est toi qu'en parlait Jean-Pierre tout à l'heure. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en reroulant avec le XT, parce on garde des souvenirs diffus, etc. Puis finalement, quand on reprend la moto, les choses reprennent leur taille, leur juste taille. Et c'est assez marrant parce que pendant l'essai, je me suis dit, mais tiens, c'est assez drôle ce feeling d'une moto essentielle, où j'ai pas d'aide, j'en ai pas besoin, et où au final, la 700, elle a pas d'aide électronique et on n'en ressent pas le manque, on n'en ressent pas le besoin, et on revient au plaisir, c'est à l'essentiel, à l'essence de la moto. C'est un moteur, 2 roues, un guidon, les yeux qui portent sur une ligne d'horizon et on se dit, ah bah tiens, je vais là-bas. Et les deux... dire un moteur 2 roues que du bonheur. C'était le la campagne 2017, justement. C'est ça, c'est l'essence. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Tout à fait. Et on a bien réussi notre coup puisque l'objectif est parfaitement passé. Donc quand c'est comme ça, c'est que le travail a été bien fait. Hein? C'est ça. On revient à notre XT et je voulais juste parler un petit peu de sa carrière parce qu'on est entre 76 et 92, si je me rappelle bien ton papier. C'est ça. Sur Motoservice, avec des volumes assez importants, 122 000. Mondial, production mondiale, oui. 17 000 pour la France parce qu'évidemment l'identité du Dakar, etc. Il y a eu beaucoup. En fait, alors si la XT arrive en Europe, c'est aussi grâce à Yamaha France parce que la moto est présentée au départ aux concessionnaires américains, parce qu'elle a été réfléchie dans cette logique de l'arrivée de l'homologation, enfin de normes aux USA. Jean-Claude Olivier la trouve et dit envoyez-moi quand même un truc comme ça. Les premières qui arrivent, elles sont encore aux normes américaines, c'est-à-dire que les premières sont rarissimes, elles ont les clignots rouges par exemple, elles n'ont pas les clignots oranges. Je n'ai pas parlé dans le papier, mais bon. Et il y a 500 ventes sur le premier trimestre. Personne ne pensait ça. Et à partir de là, on se dit, il va peut-être falloir s'en occuper. Il y a un truc là. Voilà. Il y a un truc. Ça, c'était les belles époques, entre guillemets, parce que c'était vraiment les époques où on était capable, moi j'ai commencé comme ça chez Yamaha France, au service homologation, et sur un coup comme ça, on était capable de faire venir des véhicules des États-Unis, les emmener aux mines, les passer au service des mines français, apporter les adaptations nécessaires s'il fallait. Et on avait toute cette autonomie vis-à-vis de l'usine à dire, si je veux, c'est comme ça qu'est né le VMAX. Oui, c'est ça, le VMAX, très fort. c'est ça. Et des motos, et en fait des motos qui sont arrivées en France sous ce mode-là, où on a été pioché, Jean-Claude Olivier, Éric Deseine qui était au commerce à l'époque, moi j'étais aux homologations, aller piocher dans les catalogues de Yamaha à travers le monde,
des produits qui sont devenus après des super succès, qui n'étaient absolument pas prévus au plan pour l'Europe, en destination Europe. Au début, à l'usine, mais nous, en regardant dans les catalogues et en trouvant des machines comme ça, je me souviens d'une machine qui a fait une belle carrière aussi, la TT 250R, cette petite machine, petit trail magnifique, qui était faite pour l'Australie. On a fait venir une machine d'Australie, on l'a passée aux mines. Ça a pris. Ça a pris et on a pu les vendre. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir cette réactivité-là, justement, parce qu'on est phagocyté par les normes, on est phagocyté par le... Aujourd'hui, voilà, c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'appelais ça la belle époque, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire une machine norme européenne, on ne part pas d'une machine, il faut que ça soit fait par l'usine. Il faut que ça soit fait par l'usine, il faut que ça soit lancé, il faut que ça soit au product planning, il faut que les ingénieurs qui sont déjà occupés sur plein d'autres choses disent alors je vais me remettre sur la planche à dessin parce qu'il faut Euro 5. Donc ça devient très très compliqué. Là où à l'époque on faisait ça avec un coup de dé, au feeling, au feeling, et on y allait et on avait une capacité une réactivité comme ça qui était fabuleuse. C'était la belle époque. Mais là, mais non, c'est encore bien aujourd'hui. On a encore des libertés. Donc on a de très belles libertés. Et comme l'usine décide d'elle-même de faire les bonnes choses, et ben on se retrouve avec une Ténéré 700 magnifique. Elle est là et et j'ai pas besoin d'aller la chercher au catalogue US. Il y a M. Honda qui va arriver là derrière. Et au contraire, cette machine-là, née en Europe, fait un magnifique succès en Europe. Et les États-Unis la découvrent et demandent au Japon. Et donc, ils commencent tout juste à l'avoir maintenant aux États-Unis. Ok, c'est bien ça. On a été moteur. Dans ta rubrique classique, c'est quoi le prochain essai, Jean-Pierre? Tu as une petite idée de ce qu'on va pouvoir se mettre Ouais, mais c'est bien de garder des surprises. C'est l'objectif. Je sais pas, tu nous emmènes dans quelle marque pour la prochaine? Une moto avec 2 roues. Une moto avec 2 roues. Ça, c'est pas mal. Donc, déjà, ce ne sera pas un Spider, ce ne sera pas un MP3. Bon, ça ne fait pas partie de sa collection. Rendez-vous sur motoservice.com. Bon, on passe à notre dernière rubrique. On va faire un petit topo sur nos essais du mois. Il y a des Yamaha, mais il n'y a pas que des Yamaha. Ouais. J'ai pas d'un centimètre de large. C'est passionné. Pardon. Excuse-moi. C'est bien, mais c'est bien, ils parlent entre eux, c'est cool. Donc, nouveau plateau. Là, maintenant, on est quand même dans la Silicon Valley, donc on a un peu de matos. Bref, pour vous parler des essais du mois. Ce mois-ci, on a essayé quoi? Hop. Alors, ce mois-ci, on a essayé beaucoup de choses ce mois-ci. Une Chono 660, une Super Adventure 1290. Toi, tu as l'ancienne Jean-Pierre. Une Yamaha MT-07. Tu les as toutes, je crois, Vincent, depuis le début, dans ta collection. Toutes. Voilà. Une Zontes Hypermotard 125, une 890 Adventure R, le NMAX 125, le XADV et le Forza 750. Ça fait pas mal, ça. Ça en fait pas mal, moi. C'est le début de l'année, on commence les essais, quoi. Ouais. T'as raison. On retiendrait laquelle en premier, mon cher Jérémy? J'hésiterais. En fait, on a dit quoi? On en retient 3 en tout? En fait, voilà, le principe, c'est qu'on est sur les essais qu'on a préféré faire ce mois-ci. Donc, on va être un petit peu obligé de mettre du Yamaha comme mais non, mais pas du tout. C'est vraiment en toute subjectivité. Subjectivité et objectivité, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, vas-y, tu vas quoi pour la première? Je vais faire avec mon essai à moi, que j'ai fait moi. Essai à toi? Ouais. Okay, c'est l'Aprilia, ouais, exactement. La Chono 660, on va garder. Moi, je garderais bien la MT-07, non pas parce que Monsieur Tomra est ici, mais parce que c'est quand même la meilleure vente du marché français et que fatalement, refondre un best-seller, c'est compliqué. C'est Maya qui l'a essayé celle-ci. Et en dernier, ce que j'aimerais choisir, je peux ou pas? Ah bah vas-y. Tu me laisses faire? À tout seigneur, tout honneur. Allez, le Forza 750, parce que je trouve que la démarche est intéressante de Honda de venir se frotter à Yamaha et son iconique T-Max, même si on a un prisme un petit peu plus GT. Justement, on va le voir. Clique en haut, clique en haut. C'est en haut, on me dit c'est en haut. C'est en haut, c'est là. Et bim, on a nos 3 essais. Allez, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec la MT-07. Bon, c'est dommage, c'est Maya qui l'a essayé. Elle n'est pas là pour en débattre. On ne l'a pas encore eu en comparatif. Mais d'après ce qu'on a compris de la part de Maya, l'évolution était fort intéressante parce que finalement c'est le changement dans la continuité. J'adore cette phrase de publicitaire pour des présidentielles, c'est génial, quoi. Non mais qu'en gros c'était la même mais en Euro 5, donc finalement c'était pas mal. On avait juste perdu un petit peu de couple si je me rappelle bien. On avait gardé, mais c'est imperceptible. Non, imperceptible. Voilà, d'autres modifications. En revanche, ce qu'on a noté, à la suite de notre vidéo qui a quand même cartonné sur la chaîne Motor Live, il y a beaucoup de commentaires qui reviennent sur ce fameux faciès.
La tête de fourche, le phare de cette MT-07 et de cette MT-09. J'ai envie de te poser la question, Vincent. Te poser la question. Vous avez déjà des retours clients par rapport à ce look? Est-ce qu'on se trompe, nous? Comment ça se passe? C'est un design radical, comme souvent, sur le monde de la MT. Ce qui est sûr, c'est que les personnes qui l'ont vu en vrai, j'ai envie de dire, d'un seul coup, voient la chose complètement différemment. Et je trouve que, notamment sur la MT-07, ça lui donne un caractère MT radical. Moi, je pense que le design, c'est comme beaucoup de choses. Ça fait souvent ça avec des nouveaux designs. On a besoin d'un petit peu de temps pour le digérer et au bout d'un moment, on se dit « Ah ouais, ça le fait ». Et je suis sûr qu'on va se dire « Ah ouais ». C'est le Dark Side of Japan depuis le début, c'est un petit peu l'idée. Et l'élément en général qui choque le plus devient la signature historique du modèle. C'est vrai, Bien sûr, c'est ça dont on se souvient finalement à la fin. Mais là, cette année, on a quand même de sacrés concurrents. Il y a Triumph avec sa Trident 660 qui arrive, sans parler des autres qui sont déjà bien en place. Ça va être palpitant. On passe au second essai. Second essai, excusez-moi. Hop, là c'est toi Jérémy qui nous emmène. Tu nous emmènes où? En Italie. En Italie, forcément, c'est la Tuono 660. Ah ouais, ça m'a plu. Ça t'a plu, pourquoi? Ça m'a plu pour plein de choses. Ça m'a plu pour plein de choses parce que c'est une moto qui a un sacré caractère pour un petit moteur. C'est pas tout à fait la même catégorie que la MT-07. Mais ça a un caractère un peu plus sportif encore, évidemment. Ah bah oui. Oui, carrément, même. Mais on a un gap de prix en plus. Il y a un sacré gap de prix. Là, pour le coup, même si ça reste une moto qui est aussi disponible en A2 normalement, mais c'est pas tout à fait le même public, effectivement. On est autour de 10 500 € pour une Tuono 660, qui est finalement un peu son gros défaut, j'ai envie de dire. Mais pour le reste, elle a que des qualités. C'est un sacré châssis, c'est agile, c'est compact. Moi qui suis grand, je suis bien dessus. Les petits étaient bien dessus. C'est vraiment une moto très complète qui a du caractère et en même temps qui est facile, donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Moi j'ai hâte de l'essayer aussi, j'ai surtout hâte qu'on fasse le comparatif parce qu'il y a des concurrentes assez sympas je trouve cette année, qu'on a chez les Anglais, chez les Autrichiens. Exactement. On ira peut-être aussi chez les Japonais, mais je pense qu'on pourra toujours trouver quelque chose. Allez, on termine nos essais favoris du mois avec le Forza 750. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait un super road trip jusqu'à Etretat avec Clémentine, que vous avez vu aussi sur l'essai du NMAX très récemment. Donc il nous a bien parlé là de la position, de la place de la passagère ou passager, on n'est pas sectaire. Bon là en l'occurrence c'était Clémentine. Voilà, donc c'était super intéressant de voir finalement la polyvalence d'un gros maxi et je trouve un petit peu plus polyvalent que le T-Max. C'est mon point de vue. C'est un point de vue. Voilà, pour faire plus de choses. Bon, après le T-Max, on a fait le comparatif aussi sur la chaîne et on a bien vu que l'intérêt du T-Max, c'était quand même, c'est un maxi scooter, et qu'il est quand même plus agile en ville. A contrario, le Forza est plus puissant, un petit peu plus typé moto. Bon, c'était notre nouvelle rubrique, nos petits coups de cœur à laisser ce mois-ci. Il y en aura plein d'autres. D'ailleurs, le mois prochain, on essaye quoi, Jérôme? On essaye une MT-09. Tiens donc. Une MT-09, par exemple. Entre autres, il y a plein de choses. R250 RT, Ducati Super Sport, Husqvarna Svartpilen 125. Ça, c'est dur à dire. Il me faut les Chris Pauls à la suédoise. Bref, plein de petites choses. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette première de la saison 5. Merci à vous. Merci de l'invitation. C'était top. On a fait avancer le débat. Et moi je vous donne rendez-vous, on vous donne rendez-vous avec Maya, j'espère la fois prochaine, pour une nouvelle émission, un nouveau Moto & Co. Soyez prudents, ciao. Salut. Au revoir.